Hello Free Nomade, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Magali, donc, qui est une entrepreneuse franco-espagnole. Elle nous a invités dans son bar à vin Le Calice. Elle va nous expliquer tout ça, toute son aventure de création d'entreprise à l'étranger. Ça va être ultra passionnant. L'instinct et puis j'ai pas voulu trop réfléchir parce que je pense que quand on réfléchit trop on finit par se convaincre qu'il faut pas le faire. En Asie, ce qui est marrant c'est que à la base j'étais absolument pas attirée par l'Asie et un matin je me suis réveillée et j'ai dit j'ai envie d'aller en Chine parce que en fait c'est aussi quand même un projet assez émotionnel et qui suit un peu mon besoin à moi parce que pas mon. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Free Nomade. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Magali. Enchantée. Hello. Donc Magali est gérante un bar à vin typique espagnol sur Da Nang au Vietnam. Elle va nous raconter son histoire en détail. Si tu peux décrire un petit peu ton histoire en quelques mots. Ouais. Alors, donc je m'appelle Magali, je viens du Pays Basque. Donc je suis d'origine espagnole, chose qui explique déjà un peu le concept et toutes les choses que je vais vous dire après. Mais j'ai grandi en France. J'ai grandi au Pays Basque français, à Saint-Jean-de-Luz. Euh, Comment est-ce que je suis arrivée ici? Je pense que c'est un sujet important. Alors, moi, je suis passée d'abord par la Chine. Parce que dans un premier temps, bon, quand j'étais étudiante, j'ai eu l'opportunité, bon, j'ai cherché à faire un stage en Asie. Ce qui est marrant, c'est que à la base, j'étais absolument pas attirée par l'Asie. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai dit, j'ai envie d'aller en Chine. C'est, je pense, des choses un peu improbables. Et j'ai beaucoup cherché à trouver quelque chose qui me plaisait dans le vin. Donc, parce que j'ai grandi dans le monde du vin, j'ai étudié dans le vin. Donc, je voulais absolument un stage dans le vin. J'ai fini par trouver un stage dans le vin en Chine que j'ai adoré. Ça a été une expérience quand même assez décalée parce que j'y étais en 2020. Donc, les dates collent très bien avec le Covid. Donc, ça a été une expérience assez particulière sur plein de choses. Euh, mais j'ai quand même adoré. Et donc, quand j'ai fini mes 6 mois de stage, je suis rentrée en France. J'ai terminé mon master à Paris. Et quand j'ai fini mon master, je me suis dit que j'avais envie de continuer à explorer l'Asie et continuer à explorer alors, la culture asiatique, mais aussi le vin en Asie, parce que c'est quand même, enfin, c'est des marchés qui sont très, très différents des marchés européens. Et il y a énormément de choses à explorer et surtout, je pense que c'est le futur pour le vin avec l'Afrique parce que on voit un peu tout ce qui se passe un peu partout et on voit un peu que l'Asie, c'est peut-être l'une des zones les moins tendues en ce moment et pour un certain temps. Donc, je pense que c'est le futur du vin d'ici dans les 20, 30, 40 années à venir. D'accord. Donc voilà, j'avais envie de faire ce retour en Asie. Et donc, comment tu es arrivé au Vietnam de la Chine, passer de la France et revenir au Vietnam, c'est quand même une situation. Ouais, alors, donc, je cherchais, en fait, quand j'ai fini mon master, je cherchais à revenir en Asie et j'étais pas du tout pressée. Donc, en fait, il y a une plateforme en France qui s'appelle VitiJob qui recense en fait tous les métiers du vin, de la production, donc, du côté agriculture, beaucoup plus le commercial qui est ma profession, et ensuite tout ce qui est aussi financier, plus loi, admin, tout autour du vin. Et en fait, il y avait une offre de stage par une entreprise qui s'appelle donc Cellier d'Asie, qui est une entreprise d'importation et distribution de vin ici au Vietnam et aussi au Cambodge. Et ça s'est fait très rapidement, je me rappelle très bien des dates. J'ai postulé à cette offre, c'était un 14 mai. J'ai envoyé mon CV. Le lendemain, ils m'ont contacté. Le surlendemain, j'ai eu un entretien. Le surlendemain, un second entretien. J'ai eu le contrat sur table sur le jour même du second entretien. Et donc, j'ai approuvé et 10 jours après, j'étais ici. D'accord. Donc, j'ai envoyé mon CV le 14 mai et le 30 mai, j'étais au Vietnam. Donc, très rapide. C'était des décisions un peu tac au tac. Je pense que ça se passe comme ça quand il y a des décisions à prendre, qu'il faut suivre un peu l'instinct. Et puis j'ai pas voulu trop réfléchir parce que je pense que quand on réfléchit trop, on finit par se convaincre qu'il faut pas le faire. Donc, il vaut mieux suivre un peu le sentiment du moment, se dire ça me motive, j'ai envie de le faire, et puis éviter de se créer des peurs innécessaires, quoi. Non, voilà, je suis venue et je suis encore là après 3 ans. 3 ans. Je travaille encore pour cette entreprise, c'est les d'Asie. Donc,
En fait, pour vous raconter un peu, je suis arrivée directement à Da Nang pour mon poste de ce qu'on appelle donc responsable compte clé. Donc moi, je suis en charge de vendre les vins et spiritueux de Céline d'Asie, donc de la boîte d'importation, à tous les hôtels et restaurants haut de gamme de la ville. Ok. C'était vraiment une suite logique en fait de créer ta propre offre ici à Da Nang avec Je pense que tous les langues que tu avais pu repérer avant sur le terrain. Je pense que j'avais tellement d'informations et accès à tellement de facilité par mon travail que ça aurait été bête de pas le faire. Ouais. Et que je pense que dans le futur, je m'en serais voulu de pas avoir fait quelque chose comme ça. Parce que, en fait, c'est aussi quand même un projet assez émotionnel et qui suit un peu mon besoin à moi. Parce que pendant 2 ans et demi, j'étais incapable de. Il n'y avait pas d'endroit où je me sentais d'aller boire un verre de vin qui soit bon, qui soit pas trop cher, juste en partageant un plateau de charcuterie qui soit bon, pas trop cher, en petite quantité et puis qui soit pour le partage. En fait, il n'y avait pas de bar à vin comme nous on l'entend en Europe. Moi, j'ai vécu à Paris, j'allais à des bars à vin toutes les semaines, avec mon métier en plus. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas ça, mais c'est toi qui vas mourir. C'est ça. Tu as créé ton endroit idéal. En fait. Exactement. En fait, j'ai créé ce qui me manquait. Donc, ça se voit un peu sur la carte des vins, mais surtout beaucoup sur la nourriture aussi. Donc, c'est beau, quoi. C'est très personnel comme endroit. On est le seul endroit à Da Nang qui a cette touche quand même assez espagnole. On est le seul endroit qui a vraiment cette signature bar à vin. Donc je pense qu'on est en quelque sorte pionnier dans ça. Et en espérant devenir un peu la référence si jamais il y a d'autres bars à vin qui ouvrent. Donc tout le concept du bar à vin, de Calice, est donc de pouvoir venir boire un verre de vin, une bouteille de vin, et s'offrir aussi une assiette de charcuterie, une assiette de fromage, d'autres spécialités qu'on a sur la carte, qui sont peut-être un peu plus internationales, donc un peu plus flexibles pour les palais peut-être qui recherchent autre chose que des produits animaliers, par exemple. Donc on a pas mal d'options, et tout le concept, en fait, ressemble beaucoup à ce que les Vietnamiens recherchent lorsqu'ils sortent du travail et retrouvent leurs amis. Pour les personnes qui connaissent pas trop le Vietnam, en fait, il y a une très très grande culture de se retrouver dans ce qu'on appelle les bia hoi, donc qui sont les bars à bière vietnamiens locaux, où en fait on a des tables en plastique, des chaises en plastique, les gens s'assoient dessus, et puis ils se retrouvent à un groupe de petits groupes, ou groupe de 10 ou groupe de 15, et puis ils boivent des bières, c'est très décontracté, ils peuvent manger, partager, faire du bruit, et c'est parfaitement flexible pour ajouter des gens qui partent. Et c'est un peu le concept qu'on a voulu mettre en avant aussi, parce que la culture espagnole au final elle est très comme ça aussi, très ouverte, très dans le partage, très dans le bruit. Les Vietnamiens sont pour moi un peu, avec les Philippins, les latinos de l'Asie, donc ils sont très bruyants, ils sont très dynamiques, ils adorent très joyeux, ils adorent manger, ils adorent boire, donc au final on a créé un concept qui nous ressemble, nous, en tant qu'Espagnols, mais qui aussi répond à ce que les Vietnamiens recherchent. Juste pour revenir sur la partie expatriation, tu as dit que quasiment en un mois, tu étais parti. 2 semaines. En 2 semaines. Ouais. Comment ont réagi tes proches? Est-ce que c'était déjà un peu prévu dans ton entourage ou... Alors, il faut contextualiser quand même que je pense que mes parents, même si les parents ne s'habituent jamais à avoir des enfants très loin, hein, je pense que habitué c'est un grand mot, mais ils m'ont vu partir beaucoup de fois. J'avais du coup cette année-là, j'avais 23 ans, l'année de mon départ. J'étais partie en Chine 2 ans avant, donc très loin pendant 6 mois. Et en plus la Chine pendant le Covid, je pense que la peur ils l'ont déjà ressenti avant dans d'autres situations pire entre guillemets que le Vietnam. Et quand j'avais 19 ans, je suis partie au Chili pendant 6 mois aussi, toute seule. Donc en fait, je pense qu'ils ont développé peut-être une certaine assurance, une certaine
légèreté à mon départ. Ça veut pas dire que je leur manque pas tous les jours, ça veut pas dire que ils aimeraient que ce soit comme ça pour toujours, mais en tout cas ils ont compris, ils ont vu que c'était une très belle opportunité. Ils voient que j'ai été très heureuse pendant ces 3 années. Ils sont très fiers et très contents de ce que j'ai pu faire avec Alice aussi. Et puis je pense que ils sont juste contents pour moi. Donc voilà, je pense que le Vietnam, c'était un peu la surprise, mais je pense avec moi, ils ont eu un peu l'habitude à me voir partir loin. Donc voilà. Ils savent que c'est la vie qui te correspond. Oui, et puis au final, moi je suis expat. Maintenant, je suis quand même encore très jeune, hein, j'ai 26 ans. Ça signifie pas que je vais pas rentrer dans pas longtemps. Moi, je suis ici, voilà, donc depuis 3 ans, je suis très contente de rester pour l'instant. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, mais je pense aussi que certains projets que j'ai chez moi peuvent aussi parfaitement répondre à ce que j'attends pour ma vie future. J'adore le Vietnam. Je pense que c'était une excellente décision de venir ici. C'est pas pour autant que je vais faire toute ma vie ici. D'accord. Donc un jour, tu te verrais très bien repartir en France ou en Espagne. Complètement. Okay. Ouais. Complètement. D'accord. Je pense que je suis pas le genre d'expatrié qui est parti par besoin ou qui est parti parce qu'ils étaient pas bien dans leur ville ou qu'ils étaient pas bien dans leur pays. Moi, je suis pas partie par mal-être. Moi, je suis partie pour la découverte. Moi, je suis partie pour le challenge. Et je viens quand même d'une des plus belles régions de France, Espagne, d'Europe, du monde, j'ai envie de dire aussi. Et c'est quand même très plaisant à chaque fois que je rentre de me rendre compte que le jour où j'aurai envie de rentrer, je rentrerai dans un endroit assez incroyable, quoi. Donc c'est être en ce moment dans un endroit incroyable pour dans le futur m'imaginer dans un autre endroit incroyable qui est mon chez moi. D'accord. Donc j'avoue que j'ai pas d'angoisse interne. Je me dis je vais devoir rentrer à un moment ou aller à un moment dans un endroit où je serai malheureuse. Parce que je pense que ce sera jamais le cas. C'est clair. Et donc, c'est quand même un bon changement de vie. Si tu devais décrire ta vie actuellement en 3 mots, quels seraient-ils? Alors, je dirais... Alors, c'est un peu surprenant, mais je dirais facile. Très facile. Dynamique. Parce que je fais quand même beaucoup de choses. Parce que j'ai gardé mon métier de distribution tout en ouvrant Calice. Heureusement, avec mes partenaires pour Calice, on s'organise très bien de façon à ce que les tâches elles soient divisées et qu'on soit quand même chacun sur ses spécialités. Donc ça c'est soulageant. Si j'étais seule, ça aurait été impossible d'avoir les deux choses, clairement impossible. Donc voilà, je dirais facile, dynamique. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais dire des moments, une vie heureuse, tout simplement, une vie heureuse. Parce que j'aime ce dynamisme, parce que j'aime mon métier, j'aime ce que j'ai créé ici. Les journées passent extrêmement vite ici. Quand j'ai dit facile pour le Vietnam, je pense que c'est peut-être l'un des pays les plus agréables où s'expatrier lorsqu'on est européen, parce que sud-européen en tout cas. Parce qu'il y a ce côté très nourriture auquel, moi, comme vous voyez, je tiens beaucoup. Très grande culture culinaire, beaucoup dans le partage, des choses que j'aime beaucoup. Facile parce que tout est possible, les choses elles peuvent aller très vite. Il y a des vraies opportunités parce qu'il y a tout à faire en tant qu'Européen et en même temps, on apporte ici un peu nos concepts qui sont en quelque sorte, je pense, un biais pour eux pour se développer dans certains sujets. Et je pense qu'on fait notre pas en avant en leur apportant quelque chose. Par exemple, le service au Vietnam, le service en restauration ou en hôtellerie est quand même très différent du service qu'on peut avoir en Europe. Et puis là, on voit, c'est uniquement des locaux que tu emploies et puis tu leur offres un certain setup en fait, qui par la suite, si un jour ils veulent changer d'endroit, ils peuvent très bien aller dans un grand hôtel et ils seront pris super facilement. C'est ça. En fait, c'est comme tu dis, et ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça leur ouvre énormément de portes parce que nous, pour le coup, on va avoir moins de standards, tout simplement parce qu'on est très ouvert à avoir des jeunes qui n'ont pas forcément des connaissances dans le vin, qui n'ont pas forcément des connaissances dans la nourriture étrangère, qui n'ont pas de connaissances en service, mais pour lesquels nous, on peut réussir à leur transmettre
certaines connaissances et une certaine ouverture. Et je pense que c'est ça aussi qui les fait accrocher et qui les fait rester, parce qu'on crée un vrai relationnel où ils ont l'impression de faire quelque chose qui va leur apporter quelque chose dans le futur. Donc voilà. Ouais. Ok. Et comment tu as recréé tous ces liens sociaux que tu as perdus en t'expatriant Alors, perdre des liens sociaux, moi je pense que ça, qu'on soit expatrié ou pas, ça arrive. Même en restant en France, on perd des liens sociaux. Je pense que les liens qui doivent être perdus, ils se perdront même si on reste en France. J'ai été dans beaucoup d'endroits différents qui étaient loin du Pays Basque au final. Et donc j'ai créé des liens dans des endroits différents du monde qui pour certains ont été des liens que je garde encore aujourd'hui et d'autres qui restent de très beaux souvenirs. Sachant que je rentre une fois par an et qu'à chaque fois que je rentre, c'est très dynamique pour voir tous les gens qui sont importants. C'est ça. Donc voilà. Après c'est plus, voilà, tu es arrivé dans un nouveau pays, le Vietnam, il faut quand même se recréer un environnement, se recréer un cercle d'amis. Mais j'imagine aussi qu'avec ton métier, tu as eu l'occasion de voir beaucoup de personnes. Alors, ouais, j'ai un métier qui est extrêmement social. T'as raison sur ça. J'ai rencontré beaucoup de gens très vite à Daland, de par mon métier déjà. Donc au début, c'était plus des clients, hein, donc des personnes qui travaillent dans des hôtels, dans des restaurants, qui sont ensuite devenus des amis, plus être des clients. Donc des personnes avec qui je partage le pro et le perso aussi de temps en temps. Et puis après, il y a plus les connaissances que j'ai fait un peu en dehors du cercle du travail, qui sont naturellement plus français et espagnol. Donc pour ce qui est relationnel avec les Vietnamiens, je pense que moi j'ai eu moins de mal parce que je travaille quand même avec une entreprise vietnamienne, donc avec des Vietnamiens tous les jours, tout le bureau est vietnamien. Donc au final, je pense que c'est pas pareil de me poser à moi la question qui est un métier très très social que de poser la question à quelqu'un qui est digital nomade par exemple, qui travaille sur son ordinateur, qui va dans les working space et qui a besoin de vraiment beaucoup plus naturellement réseauter, aller dans les endroits, parler aux gens. J'ai quand même eu besoin de faire ça parce que je voulais pas au début surtout être seulement avec les gens du travail. Mais voilà, je pense que moi ça a été plus rapide à une échelle peut-être beaucoup moindre que les personnes qui viennent seules, travailler seules et qui ont vraiment besoin de tout faire seul. Bien sûr. Aujourd'hui, tu te sens vraiment intégré au Vietnam? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par intégration. Parce que je pense que y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour un Vietnamien, on sera toujours étranger. Parce qu'on n'est pas Vietnamien. Mais quand je dis parce qu'on n'est pas Vietnamien, c'est parce qu'on n'a pas le faciès de Vietnamien. Parce que moi, j'ai des clients, des amis qui ont des enfants, qui sont donc des clients, des amis qui sont expatriés, qui ont eu des enfants au Vietnam, donc des enfants nés au Vietnam, pour qui ils ont demandé la nationalité vietnamienne en plus de la française, et qui savent pertinemment que leurs enfants ne seront jamais purement vietnamiens, parce que les Vietnamiens les verront toujours comme des blancs, même s'ils sont nés au Vietnam, ils sont allés à l'école au Vietnam, le Vietnam est leur première langue, avec le français évidemment. Mais ça sera toujours des étrangers. Et surtout savoir aussi que en fait, ça c'est marrant parce que c'est l'un des seuls pays au monde où ça marche comme ça. Le Vietnam a seulement 2 ou 3 personnes dans tout le Vietnam, dans l'histoire du Vietnam, qui ont reçu la nationalité vietnamienne sans être nés ou sans être proprement vietnamiens, sans même parler vietnamien pour certains. Donc il y a 2-3 personnes qui ont ce serait l'équivalent des légions d'honneur en France, qui pour X ou Y raison ont fait quelque chose d'exceptionnel pour le pays et à qui on a donné la nationalité vietnamienne. Et je vous parle quand même de 2-3 personnes, alors qu'il y a des milliers et des milliers de Français, d'expats qui sont mariés à des Vietnamiennes, qui sont mariés à des Vietnamiennes depuis 40 ans et qui doivent renouveler leur visa tous les 2 ans. Tous les 2 ans, alors que ça fait 40 ans qu'ils vivent ici, qu'ils ont investi ici, qu'ils ont ouvert des business ici, ils vivent ici, leurs enfants sont viettes. Donc, est-ce qu'on est totalement intégré dans le vrai sens, dans le sens profond? Je pense que non. Après, dans la vie de tous les jours, la question est beaucoup plus simple. Les Vietnamiens sont plutôt sympas. Ils sont contents de voir des étrangers, de parler avec des étrangers, pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui ont eu la chance d'apprendre la langue. Et moi, je me sens
très bien intégrée parce que je suis avec des Vietnamiens tous les jours au travail et que je considère maintenant les connaître bien et que je m'adapte énormément à eux. Aujourd'hui, je dois dire que je conduis comme eux, c'est pas une bonne chose, mais je conduis pas la comme meilleure eux. chose, mais... Exactement. Je mange comme eux parce que au final, moi, je suis très ouverte d'esprit pour la nourriture et j'adore la nourriture viette. Donc, j'ai goûté tous les trucs les plus louches existants, mais ça, j'avais déjà fait en Chine, donc j'étais un peu entraînée. Oui, je conduis comme eux, je mange comme eux, je vis dans leur quartier. Quand je suis arrivée, au début, je vivais ici dans le quartier expatrié, mais très vite, bon, après 2 ans, j'ai commencé à vraiment comprendre que descendre de chez moi et croiser que des étrangers n'était pas forcément ce que je voulais pour la suite. Donc, j'ai déménagé dans l'un des quartiers les plus vietnamiens de la ville, donc de l'autre côté de la ville, où j'ai commencé à louer une maison et où je suis dans un quartier avec des petites ruelles où les gens, ont une vie extrêmement simple. Quand je dis simple, c'est vraiment très, 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 très simple. Et de voir qu'ils sont très contents de me voir tous les jours. Quand je me lève le matin, quand je sors de chez moi en scooter, c'est toute la rue qui me dit hello, qui me crie comme ça dessus. Ils sont contents de me voir. De voir que quand ils sont en train de boire des bières à 17h, que je rentre chez moi, qui m'invitent à boire des bières, parce que même ils parlent pas du tout anglais. Hein. On peut pas vraiment communiquer au-delà du très simple du geste ou de Google Translate, mais bon, c'est quand même, donc, c'est très limité. Mais on a, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être voulu dans ce quartier et d'amener un côté un peu, un côté un peu peut-être plus farfelu pour eux, qui se connaissent tous et qui sont, plus c'est des maisons qui sont en général héritées. Donc toutes les personnes qui vivent là ont généralement grandi là. Donc, et quand je dis là, c'est dans ces rues-là, exactement. Non, ouais, je pense qu'avoir une expat par là qui me dit hello tous les matins, c'est cool. Ça leur donne un petit peps. Quoi. Ouais. Cool. Et donc, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait s'expatrier le Vietnam comme pays ou... Je pense que le Vietnam, c'est peut-être l'un des pays les plus agréables pour s'expatrier parce que, bon, beaucoup de raisons. Hein, parce que déjà, le côté sécurité, c'est un pays qui est très sûr, où c'est relativement rare qu'on te vole, c'est rare de voir des gens qui tuent, c'est relativement rare de voir des viols, ou alors on n'en parle pas, mais moi, je me suis toujours sentie très en sécurité, et je sais que tous mes amis expatriés se sont toujours sentis beaucoup en sécurité aussi. Donc le côté sécurité, tout à fait, le côté liberté financière aussi, liberté économique, qui rend les choses beaucoup plus faciles. On peut avoir une vie très bien. Quand je dis très bien, c'est avoir un appartement qui est bien placé, manger bien tous les jours suffisamment à sa faim, avoir un petit peu plus d'argent pour peut-être se faire plaisir avec certaines sorties. Et puis on peut, avec 1 000 € par mois, on peut être plutôt bien. Quoi. Je parle de Danang, Ho Chi Minh serait un autre sujet, parce que Ho Chi Minh est beaucoup plus cher par exemple. Mais en tout cas, pour Danang, je pense que c'est un excellent endroit pour bouger, financièrement très intéressant. Au-delà du fait, parce que la liste est longue, au-delà du fait que on est quand même au centre de l'Asie, il fait beau tout le temps, on a la plage, on a la montagne qui est pas trop loin, on a la culture qui est pas trop loin entre Hue et Hoi An. On a également en fait une ville dans l'angle qui est extrêmement connectée à toute l'Asie. Donc on a des vols directs à deux différentes villes du Japon, 5 différentes villes de Corée. On a des vols directs à Bangkok, à Kuala Lumpur, à Singapour, à Hong Kong, à Taïwan. On peut aller à Manille, on peut aller partout en Asie. Donc c'est extrêmement simple, on est au milieu de tout. Et on peut très facilement partir un week-end à Manille ou partir un week-end à Bangkok, c'est pas cher. Et ça nous permet d'explorer la région très facilement. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un hub central. Ouais, mais carrément. Bon, et au-delà du fait, toutes ces choses, juste pour ajouter, les gens qui sont très sympas et qui nous laissent vivre, et cette liberté, elle vient pas que seulement du côté financier, c'est aussi que les Vietnamiens, ils sont beaucoup moins dans le jugement. Donc, ils ont une vie très tranquille, ils sortent de chez eux en pyjama, ils ont les choses à leur propre rythme. Et au final, on sent cette tranquillité qu'eux, ils ont à faire les choses. Je pense que
justement, ben, elle se déterre un peu sur nous. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait s'expatrier, mais qui aujourd'hui n'ose pas vraiment, a des craintes, des peurs, quel serait-il? Ben, c'est ce que j'ai dit au tout début, il faut pas trop réfléchir. Il faut pas trop réfléchir parce que je pense que plus on y réfléchit, plus on se crée des peurs. Et ça, je ne le dis pas que pour les décisions d'expatriation, je pense que c'est pour les décisions en général dans la vie, quand on a envie de faire une certaine chose, peut-être une chose à laquelle, qui est dans un côté de notre cerveau pour certains, pendant une vie entière. Mhm. C'est clair. Parce que moi, j'ai fait vite, il y a des gens qui font le pas à 60 ans, 65 ans. Je pense qu'il faut, quand on veut quelque chose et qu'on a l'opportunité pour, il faut juste foncer parce que les opportunités elles se présentent pas tous les jours et que ça sonne un peu bateau mais c'est une réalité et que je pense qu'il faut oser quoi. Il faut oser partir, il faut oser ouvrir son business si c'est ce qu'on a envie de faire. Il faut oser rencontrer peut-être des personnes qui sont très différentes de nous. Il faut juste oser quoi. Je pense que c'est dans tout, pas que pour l'expatriation. Sinon on reste bloqué par la peur. Ok, super. Bon, merci. Je te remercie Avec vraiment, profil très inspirant et c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir t'interviewer sur notre chaîne. Avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur nos comptes, donc Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, et activer la cloche de notification pour suivre nos nouveaux contenus. Ciao!